Bonjour, je suis Valérie Faudon, générale de la SFEN, et j'ai l'honneur de passer la parole à Bertrand Sassep, président du groupe régional de la SFEN Paris Sud 92, pour ouvrir cette table ronde. Bertrand. Merci Valérie, bonjour à tous et à tous. Donc en tant que président du groupement SFEN Paris Sud 92, j'ai vraiment le plaisir d'ouvrir cette seconde table ronde qui va nous permettre d'échanger sur les bénéfices de la filière nucléaire en termes d'emploi, d'innovation et de formation dans notre région. Alors l'Île-de-France accueille 700 entreprises ayant leur siège dans notre région et plus de 1900 établissements regroupant les acteurs de la filière nucléaire française, comme par exemple des écoles et des universités qui forment les ingénieurs qui feront les succès de notre filière de demain, des organismes de recherche comme le CEA qui préparent entre autres les solutions énergétiques de demain. Notre région rassemble également les grands industriels comme EDF, Framatome, Orano, Landra, l'IRSN qui ont leur siège en Île-de-France et de nombreuses équipes opérationnelles qui assurent le fonctionnement du parc en exploitation et exportent leur savoir-faire dans le monde entier. Nous avons également des associations qui participent à la cohésion de la filière, comme évidemment l'ASFEN et le GIFEN qui fédèrent tous les industriels français. Et enfin, des entreprises de toute taille qui travaillent avec les grands donneurs d'ordre, des entreprises internationales comme Assystem, ou plus petites qui accompagnent les grands donneurs d'ordre dans le développement des activités en France et dans le monde. Donc notre industrie en Île-de-France, ça génère 45 000 emplois. Ça représente un avenir important pour nos jeunes techniciens, ingénieurs, chercheurs, passionnés par ces technologies qui contribuent à décarboner l'électricité et limiter le réchauffement climatique. À titre d'exemple, sur le territoire du groupement SFEN que j'anime, le sud des Hauts-de-Seine, on a la chance d'avoir le siège d'Orano, l'IRSN, l'ingénierie du nouveau nucléaire d'EDF et Framatome et de nombreux partenaires. C'est d'ailleurs dans ce territoire qu'est conçue une grande partie des 2 nouveaux réacteurs EPR en Angleterre, et c'est là que se préparent les futurs réacteurs EPR2 qui pourraient renouveler le parc français. Enfin, en Île-de-France, avec mes autres collègues présidents de groupement SFEN, nous favorisons les échanges des gens dans notre territoire, nous développons l'attractivité de nos métiers, nous intervenons dans les écoles pour présenter les atouts du nucléaire, nous encourageons des groupes de la jeune génération à créer des liens, à échanger sur les enjeux et les technologies du futur, et enfin nous animons une vaste communauté de scientifiques et d'industriels, les hommes et les femmes de notre région qui font le succès de la filière nucléaire au quotidien. Valérie, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer notre deuxième table ronde sur l'Île-de-France, qui cette fois-ci va être consacrée à l'emploi et la formation en Île-de-France. Donc, j'ai l'honneur d'accueillir 3 intervenants. D'abord, Michel Bédoucha, qui est. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, bonjour. Ensuite, Anis Farid, qui est directeur des opérations Île-de-France d'Assystem. Donc, bonjour Anis. Et puis, enfin, Anis, oui. Et puis, enfin, Frédéric De Agostini, qui est qui est directeur général Bonjour. de la business unit Orano NPS, en français emballage nucléaire et services, et qui sera accompagné de France Cuba Loyauté, qui est DRH de la business unit. Donc, merci beaucoup à tous les 4. Donc, je vais d'abord passer la parole à Michel. Alors, avant tout, avant que nous commencions la table ronde, je voulais donc vous prévenir que vous pouvez poser des questions dès maintenant. Donc, pour cela, vous quittez le mode plein écran si vous êtes en mode plein écran et vous avez une interface qui permet de poser des questions. Donc, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et puis donc on les prendra après donc la première demi-heure où on va d'abord écouter nos intervenants. Donc, Michel. Bonjour. Bonjour. Donc, Michel est directeur
du centre CEA Paris-Saclay. Donc Michel, est-ce que vous pouvez décrire les opérations du CEA en Île-de-France à la direction des énergies? Quelle est leur relation avec les autres unités du CEA en Île-de-France et aussi bien sûr la relation avec l'université Paris-Saclay du même nom? Donc, je crois que j'ai 6 Merci. ou 7 minutes, hein, c'est ça, maximum. Voilà, c'est ça. Alors, d'abord, oui, je suis directeur du CEA. Sur l'affiche, il y avait une erreur du CEA Paris-Saclay et non pas de l'université, donc c'est important, même si nous nourrissons des liens plus qu'étroits avec l'université Paris-Saclay. Bon, j'ai l'honneur de diriger 2 centres particulièrement concernés par le nucléaire, puisqu'il s'agit du berceau de notre maison CEA, qui est le centre de Fontenay-aux-Roses, et le centre de Saclay. Il y a d'autres implantations comme Évry et beaucoup d'implantations, mais c'est les 2 centres et 2 établissements. Donc votre collègue aurait pu ajouter pour le sud Île-de-France, le centre de Fontenay-aux-Roses. On a environ 1000 personnes qui travaillent donc sur ce site. Deuxième élément, donc le site, en particulier le regroupement entre Saclay et Fontenay avait comme fondement, bon, comme souvent dans les entreprises, des économies qu'on n'a pas cachées, mais il y avait aussi l'insertion dans l'université Paris-Saclay, puisque au moment où on a regroupé le centre de Saclay et de Fontenay, qui s'appelle maintenant Paris-Saclay, une des composantes, c'était de rendre plus visible au sein de l'université Paris-Saclay les unités du CEA qui y travaillent, aussi bien dans la partie DES, que vous connaissez évidemment mieux à la Sven, que dans la partie recherche fondamentale. Donc ça, c'est un premier point. Donc le centre est né en 2017 sous cette forme. C'est environ 6000 personnes, un peu moins en ce moment physiquement sur site, vous vous en doutez. En gros, je dirais 1000 personnes CEA ou CNRS INSERM, parce que c'est une autre des caractéristiques de Saclay, c'est qu'on travaille de façon très intégrée en unité mixte de recherche pour la partie recherche fondamentale, un tout petit peu moins côté DES, mais donc c'est un centre, en gros, on va dire de 8000 personnes sur tous ces établissements, et donc qui va regrouper, alors je vais donner quelques activités parce que je crois que c'est important. Sur Fontenay-aux-Roses, on a, pour faire simple, un institut qui s'appelle François Jacob de recherche fondamentale qui travaille sur le cerveau, les maladies infectieuses, le prion, donc historiquement installé à Fontenay. Et puis on a côté Fontenay-aux-Roses, côté DES, l'unité qui s'occupe essentiellement du démantèlement de base qui était finalement le berceau du nucléaire CEA à l'époque. Donc si je viens à Saclay maintenant, donc on a un centre avec en gros 5500 personnes implantées, avec bien sûr la direction générale qui est implantée, mais avec aussi quelque chose qui est un peu le condensé du CEA. Si je le prends en axe recherche, on a une direction de la recherche fondamentale qui représente environ 2000 personnes, avec des instituts très importants, dont certains travaillent bien entendu sur des parties nucléaires. Donc un institut qui s'appelle Joliot, un institut qui s'appelle IRAMIS, un institut du climat, alors très connu, puisqu'on parle aussi de territoire, qui est le laboratoire de climat et d'environnement, le LSCE, qui est à Lorme-les-Merisiers, juste à quelques kilomètres des clôtures du centre. Un institut très important aussi en volume qui s'appelle l'IRFU et qui travaille sur les lois fondamentales de l'univers, et un institut de physique théorique. Pour ce qui est de l'énergie, de la direction des énergies, donc vous avez, je pense, discuté avec Philippe Storr ce matin, donc il y a eu, à partir de 2020, puisque avec le Covid je me perds un peu, oui, on a travaillé toute l'année 2019 à rapprocher en fait la partie des énergies renouvelables avec la partie nucléaire que je dirais classique, et qui est devenue donc depuis la direction des énergies, la direction de la DES. Et on compte sur Saclay 1200 personnes environ, avec 3 départements scientifiques qui sont le département de physico-chimie, un département historique aussi qui s'appelle le DM2S, qui s'occupe de modélisation et de structure, et le département de matériaux pour le nucléaire qui s'appelle le DMN. Donc 3 départements scientifiques implantés sur Saclay. Et puis, depuis quelque temps aussi, ça fait partie de l'activité du site, 2
réacteurs connus, Osiris depuis 2015, et puis depuis le 29 octobre 2019, dernière journée de fonctionnement, le réacteur Orphée qui passe dans une phase, on va dire, de pré-démantèlement. Saclay, c'est aussi la direction de la recherche technologique avec un institut qui s'appelle le LIST, qui travaille sur les capteurs, les systèmes intelligents, et qui a aussi une petite partie de ses équipes sur Grenoble, mais donc l'essentiel est sur Saclay. Voilà, donc un paysage sur Saclay intéressant. Je parlerai d'attractivité, je regarde l'heure. Intéressant parce qu'on a des cohabitations, alors évidemment l'origine très nucléaire et on le revendique. Je profite de dire aussi que je refuse de parler de dénucléarisation du site de Saclay. Il y a des activités qui tournent et qui changent. Il y a par exemple un département qui s'appelle le DMN avec un laboratoire d'examen combustible qui est le LECI, qui est un département dont les activités sont pérennes et qui reste sur le site de Saclay. Donc voilà. Et donc une communauté de vie avec des gens extrêmement différents, que ce soit la recherche fondamentale, le LIST, avec donc pour faire vivre tout ça, un compromis à trouver entre la protection de matières nucléaires avec des clôtures pour nos collègues de l'ADES, une plus grande ouverture pour les collègues de la recherche fondamentale. Et donc le centre de Saclay se dirige en essayant de doser à chaque fois les décisions qu'on prend pour faire communauté. Et finalement, c'est quand même un établissement de recherche important. Et j'y insiste aussi pour que chacun y trouve sa place. C'est-à-dire que aussi bien les collègues du nucléaire que les collègues de recherche fondamentale pure. Autre élément que je voudrais signaler rapidement, alors je peux prendre un exemple de territoire parce que ça faisait partie des questions qui m'ont été posées. Bon, on est un acteur évidemment historique et important de la région. On essaye évidemment de travailler avec humilité parce que il ne s'agit pas de prendre une place qui ne serait pas la nôtre, mais d'être extrêmement au contact de toutes les autorités et de travailler aussi au quotidien l'admissibilité. Je prenais un exemple auprès de Valérie l'autre jour, qui peut paraître un petit peu anecdotique, mais vous savez que le CRIS de Saclay, en termes d'attractivité, c'est important, devait recevoir une gare du futur métro qui devrait être là en 2026 et qui va être un élément d'attractivité pour les jeunes très, très important. Il a fallu en passer par des démonstrations que précisément le LECI, le laboratoire d'examen à combustible, pouvait, sans dommage pour l'environnement, puisque la gare est à peu près à 650 mètres du LECI ou 700 mètres, pouvait faire la démonstration qu'on pouvait recevoir un avion et ne pas avoir de relâchement qui mettrait en cause l'implantation de la gare. Alors c'est à la fois du nucléaire, beaucoup de travail des équipes de chez Philippe Storr et de l'institut qui est l'ISAS sur Saclay, et en même temps un souci effectivement de rendre les choses possibles en territoire. Autre exemple, on travaille beaucoup aussi avec la région. Vous savez qu'on a un service prestigieux qui s'appelle le SHFJ qui est sur Orsay. L'État a décidé qu'il y aurait désormais un hôpital non plus à Orsay mais sur le plateau. Bon, on travaille sur un projet qu'on appelle Passerelle, à essayer de transférer notre activité sur le plateau. Ça représente des coûts, un investissement important, mais on y travaille avec les autorités. Sur le plan de l'université, alors je suis pas, mon rôle de chef d'établissement, c'est de faire fonctionner le site, donc je suis pas un spécialiste, mais ce que je sais, c'est que c'est un élément moteur important que je vois au quotidien régulièrement, c'est-à-dire qu'on vote aux élections des universités, l'administrateur général, la GA du CEA sont impliqués, ainsi que la direction des programmes au quotidien. On a beaucoup de publications, alors pas assez encore, je comprends qu'on n'est qu'à 60% de ce qui était attendu. D'ailleurs, au passage, je vois que le meilleur score dans ces publications au sein de l'université, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les équipes de l'ADES qui l'ont, donc ils publient historiquement, donc il faut aussi se méfier des idées reçues, depuis assez longtemps avec l'université qui était Paris-Sud autrefois et qui maintenant est donc l'université de Paris-Saclay. Donc voilà, donc un centre avec une culture nucléaire importante, certes des évolutions liées à des choix antérieurs sur les réacteurs de recherche, un nucléaire pérenne et donc une cohabitation avec des activités qui doivent beaucoup au nucléaire. C'est pas l'éminent monde de la SFEN que je vais expliquer que tout ce qu'on fait dans la recherche fondamentale ou au LIST a
des origines de nos activités nucléaires. Sur Fontenay-aux-Roses, c'est pas innocent qu'on ait des activités de biologie et qui sont venues accompagner le démantèlement. Voilà, donc c'est une histoire de la maison. Et donc, voilà. Dernier point, on est aussi, y compris d'ailleurs pendant le Covid, et ça c'est une petite fierté, on recrute, alors, je crois, de l'ordre de 250 personnes par an, mais aussi, contrairement aux sites que j'ai connus dans ma carrière, un peu plus monotypés, énormément de CDD. On a des thésards bien entendu, mais énormément, on a de l'ordre de flux de 1000 CDD par an et de l'ordre de 250 à 300 recrutements chaque année. Et la petite fierté, c'est que après le flottement du début d'année, on a réussi à faire des processus de recrutement. Alors, j'espère que dans 5 ou 10 ans, on aura une évaluation positive de tout ça, mais on l'a fait pratiquement en distanciel, jusqu'à des prises de fonction aussi. Et donc, on est très attaché. C'était un des éléments, de même que aussi le travail avec les jeunes en ce moment qui sont en difficulté. L'administrateur général nous amène à prendre des mesures très drastiques sur le Covid. Et dans les rares accompagnements qu'on essaye vraiment de n'abandonner que si on ne peut pas faire autrement, c'est vraiment tout ce qui est au niveau des jeunes chercheurs sur lequel on a un travail qu'on se doit de mener très important. Voilà. Donc, bon, c'est un résumé de l'espace Saclay un peu rapide, je m'en excuse, mais on va revenir dessus avec les questions. Voilà. Absolument. Donc, avant de passer la parole à Anis Farid, je voudrais montrer une carte de l'Île-de-France. Voilà, donc c'est le prochain cahier des régions qui est en cours de publication par la SFEN. Donc, vous allez pouvoir recevoir cette carte si vous êtes adhérent à la SFEN ou pouvoir la downloader de notre site. Donc, on a mappé en fait toutes les grands sites et grandes installations en Île-de-France. Et alors, les points verts, on a travaillé avec la Société française de médecine nucléaire sur les hôpitaux qui font de la médecine nucléaire en Île-de-France. On a parlé un petit peu avec le CERN, mais il y a une activité évidemment de médecine nucléaire qui est en plein développement en France, à la fois pour le diagnostic et pour la thérapie. Et tous les petits points bleus, en fait, c'est un fichier du GIFEN. C'est les entreprises qui travaillent dans le nucléaire en Île-de-France. Donc vous voyez que en effet beaucoup d'activités en Île-de-France. Donc je vais passer la parole à Anis Farid. Donc Anis, vous êtes directeur des opérations Île-de-France pour Assystem. Donc je vais vous demander un peu de décrire vos activités en Île-de-France. Quel est votre métier, sur quel projet vous travaillez, où vous êtes. Voilà. Et puis parler aussi de votre recrutement actuellement et puis aussi des formations que vous avez mises en place. Très bien, merci Valérie. Peut-être avant de parler d'Assystem en tant que société d'ingénierie et partenaire historique d'EDF, je voudrais m'attarder un petit peu sur la notion d'ancrage territorial de l'industrie nucléaire. Quand on regarde en France, le nucléaire est pratiquement la seule industrie lourde qui date des années 60 qui n'a jamais délocalisé. On peut dire que le nucléaire, en termes d'emploi en région, est le meilleur ami de la France. On parle quand même des emplois qualifiés, inamovibles, non délocalisables et qui sont plutôt répartis sur tout le territoire. L'Île-de-France, c'est vraiment une des quelques régions où il n'y a pas centrale nucléaire. Donc, du coup, on peut se poser la question, c'est quoi le sujet ancrage territorial de l'industrie nucléaire en Île-de-France? Finalement, l'Île-de-France, ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, le centre névralgique de la prise de décision et où se concentre un certain nombre de grandes ingénieries. Et finalement, c'est ça l'ancrage territorial de la filière nucléaire en Île-de-France, c'est l'ingénierie. Et Assystem, que je représente aujourd'hui, c'est une société qui est recentrée sur le nucléaire d'une part et tous les gros projets d'infrastructures à contraintes réglementaires d'autre part. Chez nous, on est vraiment fondamentalement convaincu que le nucléaire a sa place à long terme dans le mix énergétique qui va nous permettre vraiment de faire de l'électricité d'une manière complètement responsable. Si vous voulez, comment je peux le dire, on n'est pas dans une posture business, c'est plutôt une conviction corporate pour nous. Et pour nous qui sommes un acteur
de la filière depuis de nombreuses années, on a envie d'assumer un certain rôle dans cet ancrage territorial et on se retrouve naturellement à devoir jouer un rôle dans le développement de l'ingénierie en Île-de-France. Et par rapport à ce rôle et aux enjeux de la filière au global, on est quand même confronté à un déficit de compétences. Bon, là-dessus, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences. Les compétences existent bien, ils sont bien là, ils sont chez nos clients, ils sont chez nous. Les compétences, ils ont été reconstruites entre Taishan, Aquiloto, Flamanville, etc. Donc les compétences sont bien là. Par contre, là, on fait face à des gros projets de new build tels que Hinkley Point, le PR2, le PR Sizewell. L'ampleur et le volume des défis qui sont à relever, ça exige qu'on soit en capacité de répondre de façon volumétrique à ces enjeux-là. Et ce qui veut dire qu'il faut former les gens, qu'il faut leur faire acquérir de l'expérience en les exposant au maximum de problématiques. Et pour nous, à Système, l'avantage d'être impliqué depuis les phases de conception jusqu'aux essais, en passant par toutes les phases chantier, nous permet d'exposer une population et contribuer globalement à la montée en expérience, qui est le facteur clé pour la montée en compétences. Et ça, on veut que ça soit au service des gens qui ont envie de construire une carrière nucléaire en partant de l'Île-de-France. Et donc concrètement, chez Assystem, nous avons créé ce qu'on appelle l'Assystem Nuclear Institute, grâce à nos experts et aussi nos clients, en travaillant sur des parcours de formation assez poussés sur plusieurs mois pour aider nos collaborateurs, nos jeunes embauchés à monter en compétences sur l'ensemble des métiers du nucléaire. Cette initiative a vu le jour il y a une dizaine d'années lors de la crise automobile en 2008, lorsque Assystem se retrouvait du jour au lendemain avec à peu près un peu plus de 300 collaborateurs de l'auto sans travail. Nous avons fait donc ce choix fort de donner une nouvelle chance à nos collaborateurs à faire autre chose de leur carrière et leur éviter un départ pour des causes économiques. Donc pour résumer, en termes de formation, on se donne tous les moyens aujourd'hui pour garantir en continuité un vivier de collaborateurs permettant de répondre aux enjeux de la filière. Donc, en effet, aujourd'hui, à Système, c'est un peu plus de 250 collaborateurs qui travaillent sur des sujets de conception au service de conception d'Advance sur Malakoff et Montrouge. On travaille également au service de maintien de la qualité et de contrôle de fabrication à la direction industrielle à Saint-Denis. On intervient également sur une partie de la maintenance du parc avec l'UTO-HSI, sans oublier les RSN, le CEA, etc. Donc, au total, en Île-de-France, nous sommes plus de 500 collaborateurs, c'est plus de 250 recrutements par an, avec des partenariats écoles, avec des possibilités d'accueil des stagiaires, des alternants. Rien que sur mon périmètre, on doit être à peu près à plus de dizaine de stagiaires et une quinzaine d'alternants par an. Tout ça, c'est des besoins de compétences, c'est des terrains d'expression pour des ingénieurs qui ont envie de faire une carrière. Et pour Assystem, c'est des moyens dans notre GPEC global. Donc, dernier point, et pas le moindre, c'est le sujet innovation. C'est vrai que le nucléaire est une industrie qui n'a pas forcément évolué au même rythme que les autres industries pour plein de raisons. Ceci dit, aujourd'hui, c'est une industrie qui s'ouvre et qui est confrontée à des défis de performance dans la réalisation des projets, qui est confrontée à un défi de confiance pour démontrer que le travail est bien fait. En vrai, le travail, il est bien fait, mais c'est pas tout que le travail soit bien fait. Il faut aussi montrer et construire la confiance autour. Et c'est à tout cela que le digital, l'innovation peut aider à répondre en apportant des méthodes d'ingénierie modèle, des méthodes d'ingénierie système, etc. Tout ça, c'est des outils, c'est des démarches, c'est des méthodologies que le nucléaire est en train d'adopter, de rattraper au pas de course le petit retard qu'il a pu avoir dans ce domaine-là. Et c'est ça aussi qui en fait une industrie d'avenir. C'est vraiment l'industrie qui va finalement passer en pointe sur l'utilisation des méthodes modernes, digitales, dans la réalisation des méga projets d'infrastructure.
Et pourquoi ça, c'est intéressant spécifiquement en Île-de-France? C'est parce qu'en Île-de-France, on a les équipes d'ingénierie qui sont en contact avec tout un écosystème hyper varié, et en particulier académique, qui va justement lui permettre de développer des nouvelles méthodes sur le volet innovation et digital. Et enfin, cette proximité avec les écoles, instituts de recherche, laboratoires R&D, va vraiment créer un canal d'infusion des nouvelles idées, de nouvelles technologies pour permettre à l'ingénierie de se nourrir. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Donc, une nouvelle question cette fois-ci pour Frédéric et pour la business unit NPS d'Orano. Donc, est-ce que vous pouvez aussi décrire votre activité qui est à Saint-Quentin, enfin, je crois. Qu'est-ce que vous faites en Île-de-France et justement, quelles sont les activités que vous avez au niveau recrutement, formation? Valérie. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Très heureux de participer à cette table ronde cet après-midi. En quelques mots, la BU que je dirige, donc la BU emballage nucléaire et services, c'est une des 6 BU du groupe Orano. Nos métiers principaux se tournent autour de la fabrication d'emballages nucléaires pour le transport ou pour l'entreposage de combustibles usés ou pour le transport de combustibles frais ou d'uranium ou du F6 un peu partout dans le monde. Donc on est en interface avec tous les clients électriciens du monde entier. Alors le siège de la BU se trouve à Saint-Quentin en Yvelines, comme vous l'avez dit. Et on a à peu près 500 ingénieurs sur un effectif total de la BU de 1000 salariés à peu près, donc 500 sont à Saint-Quentin en Yvelines. Historiquement, Orano NPS, qui s'appelait TN, était une boîte d'ingénierie. Et depuis quelques années, on est en pleine transformation de cette entité et de cette business unit pour la rendre encore plus agile, encore plus flexible. Et on adjoint à nos services d'ingénierie toute la partie et tout le volet fabrication, puisqu'on a en ce moment un projet de construction d'une usine de fabrication d'emballage nucléaire du côté de Cherbourg. Alors, c'est pas l'Île-de-France, mais c'est tout à côté. Et c'est à proximité aussi de nos installations de l'AG. Alors, cette BU, c'est aussi, j'ai l'habitude de le dire, une PME au sein d'un grand groupe. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le nucléaire, c'est quelquefois vu comme quelque chose qui est du registre du temps long, qui a du mal à délivrer ses projets dans les délais et dans les coûts. Et c'est malheureusement la réalité du terrain. Et donc, tous dans cette filière et dans ce secteur, nous devons essayer d'améliorer les choses. Et j'ai envie de dire que la transformation que nous avons engagée au sein de la BU, c'est justement une transformation qui a pour but d'être plus agile, d'avoir aussi un peu de fun dans notre activité et de travailler sur des projets qui se concrétisent. Je crois qu'une des principales difficultés que l'on peut rencontrer quelquefois sur des projets qui sont du temps long, c'est de se dire finalement on matérialise pas l'avancée de nos projets, on a du mal à voir se concrétiser tous ces projets. Donc, ce qui était important pour nous, c'est de mettre de la dynamique dans tous ces projets, de faire en sorte de pouvoir les concrétiser plus rapidement, parce que c'est comme ça qu'on démontrera que le nucléaire est à la fois efficace, compétitif, évidemment bas carbone, mais au-delà d'être bas carbone, il est essentiel d'être compétitif pour être aussi complémentaire avec les énergies renouvelables. Donc toute cette transformation au sein de la business unit que je dirige, elle a eu pour objet de mettre l'emphase sur l'innovation, de mettre aussi l'emphase sur le recrutement, mais je laisserai France en parler tout à l'heure, pour justement mobiliser les ressources que nous avons. Nous avons une moyenne d'âge qui est relativement faible au sein de cette BU, donc avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'idées nouvelles. Et pour vous donner un exemple, nous avons récemment obtenu le licensing d'un emballage d'entreposage et de transport de combustibles usés en moins d'1 an auprès de l'autorité de sûreté
française, alors que quand on regarde le track record d'Orano NPS dans le passé, il nous fallait 2, 3, 4 ans pour obtenir un licensing d'emballage. Et donc, le fait aussi que nous ayons décidé de nous intégrer en aval, c'est-à-dire de réaliser aussi la fabrication de nos emballages, va nous apporter aussi, je dirais, le lien entre la partie ingénierie et puis la partie terrain, fabrication et fabrication d'un produit pour nos clients électriciens. Et ça, c'est, je pense, un point intéressant pour attirer des jeunes, pouvoir recruter et leur montrer qu'on est dans une dynamique qui bouge, qui a des moyens, qui évidemment s'appuie sur le digital, qui s'appuie sur de nouvelles techniques pour pouvoir, encore une fois, améliorer la compétitivité de nos opérations et être au service de tous les électriciens dans le monde entier, évidemment EDF en France, mais tous les électriciens dans le monde. Voilà un petit peu le panorama de nos activités au sein de la BU, et puis je laisserai France donner plus d'éléments concernant tout ce que l'on fait en termes de recrutement, de stage, de formation. Voilà, donc on va passer la parole à France, qui est donc DRH de la Business Unit. Oui, alors effectivement, quelques éléments complémentaires sur le volet RH et sur notamment le développement des compétences. Je tiens à souligner que la BU emballage nucléaire et services, dont Frédéric vient de faire le panorama, est effectivement une BU engagée dans le développement des compétences et dans le développement de l'innovation, et ce depuis en fait de nombreuses années. Et également, dans ce cadre-là, elle fait partie du groupe Orano, qui, de façon globale, a également cet enjeu de développement des compétences et de la recherche de l'innovation. Concernant la BU emballage nucléaire et services, alors effectivement, Frédéric a donné quelques chiffres clés en termes de ressources déjà. Un élément également concret concernant nos enjeux de recrutement, puisqu'en fait, nous continuons à recruter de façon très régulière, et ce, je dirais, depuis de nombreuses années. Et finalement, la crise que nous avons traversée l'année passée avec la crise sanitaire ne nous a pas ralenti dans cette trajectoire. Au contraire, nous avons maintenu nos engagements en termes de recrutement, que ce soit du recrutement, je dirais, de profils ingénieurs, qui est effectivement la majorité de nos recrutements, en particulier en Île-de-France, puisque là où nous avons la plupart de nos équipes, notamment les équipes d'ingénierie et de R&D, mais également les profils d'alternants ou de stage, dans une logique également de développer l'accès à l'emploi et de favoriser la pré-embauche et de favoriser vraiment la découverte de nos activités par le biais de recrutement de jeunes diplômés ou de futurs jeunes diplômés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est attaché depuis de nombreuses années. Et finalement, malgré la crise, l'année dernière, en 2020, nous avons assuré le même enjeu de recrutement, et avec des modalités évidemment un peu adaptées pour tenir compte de la crise, mais voilà, en termes de réalisation, nous sommes sur les mêmes trajectoires. Frédéric le mentionnait dans le cadre du projet de transformation. Nous avons eu également à cœur de mettre en place finalement et de faire connaître les atouts de notre industrie, et en particulier de notre industrie emballage nucléaire et services, puisque il nous semblait important de faire valoir et de faire connaître ce qu'on considère être nos points différenciants. En tout cas, il nous semblait important de le faire connaître auprès du marché de l'emploi. Par exemple, le fait d'avoir des projets effectivement sur un temps plus court que dans d'autres parties du secteur nucléaire. Ça, c'est vrai que c'est lié au fait, en particulier, qu'on travaille sur un secteur très corrélé aux enjeux clients, aux enjeux de compétitivité en France et à l'international. Donc, on est évidemment sur un secteur, je dirais de façon un petit peu schématique et peut-être un peu provocatrice, presque comme une industrie classique, voilà, avec des concurrents nombreux à l'international. Et donc, il faut absolument qu'on démontre notre valeur ajoutée, et ce, tous les jours. Donc, vraiment faire valoir nos atouts en termes d'attractivité. Donc, sur ce volet compétitivité, ce qui nous amène à remettre en cause l'existant, à essayer de travailler de façon plus dynamique, plus simple, et de ne pas, je dirais, se reposer un peu sur notre savoir-faire qui est reconnu, mais qu'il faut également remettre en cause et remettre en perspective par rapport aux enjeux et à la valeur que cela peut donner pour nos différents clients. Un autre élément qui nous caractérise également, c'est finalement
la variété des compétences techniques dont on a besoin. Il y a une vraie pluridisciplinarité. Et ça, c'est un vrai plus pour nos ingénieurs qui nous rejoignent, qui vraiment, entre guillemets, s'éclatent sur nos différents produits et projets, parce que justement, il y a beaucoup de composantes techniques qui doivent se parler entre elles. Et ça, c'est vrai que pour la conception des emballages, il y a beaucoup d'enjeux techniques qui plaisent et qui attirent nos profils ingénieurs. Enfin, dernier élément qui nous caractérise, et on le voit bien d'ailleurs avec notre nom d'ailleurs, c'est que nous sommes une BU à l'international. Donc nous opérons et nous interagissons très régulièrement à l'international, des marchés américains, asiatiques, européens. Donc nous avons vraiment un terrain de jeu qui est un terrain mondial. Et ça, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on n'a peut-être pas forcément en tête et qui nous semblait important de mettre en avant. Ça, c'est pour le volet, je dirais, emploi et développement des compétences. J'ai mentionné les aspects recrutement. Un point également très important, c'est une fois qu'on a recruté les personnes, eh bien, on s'attache à développer leurs compétences. Et quelques chiffres clés, nous investissons énormément en termes de formation. Plus de 5% de notre masse salariale est dédiée à la formation de nos équipes. Donc, c'est vraiment un investissement important. Sur le court et le moyen terme, on développe des parcours, on favorise les mobilités entre les différentes directions au sein de la BU, mais également vis-à-vis du groupe Orano. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Un autre exemple de cette dimension de développement des compétences, c'est la recherche et développement de l'expertise. Nous avons régulièrement des campagnes internes pour valoriser justement les profils experts et pour les faire également émerger. Et donc nous les passons en revue très régulièrement. Et à ce stade, nous avons à peu près une 50aine de profils experts au sens pointu du terme, je dirais, pour bien préparer l'avenir et capitaliser sur le savoir-faire de nos différentes équipes. Ça, c'est pour le volet compétences et emploi. Quelques mots également, puisqu'on parle d'innovation ce soir, et il me semblait important de souligner que finalement, je pense que la BU NPS se caractérise aussi, en particulier, par un esprit entrepreneurial qui, je trouve, est tout à fait singulier au sein de la BU NPS. Frédéric l'a mentionné en parlant de cette dimension grosse PME dans un grand groupe, mais moi, je le tournerai un peu autrement en parlant vraiment d'un esprit entrepreneurial. Et c'est vraiment très, très propre à la BU NPS. J'ai moi-même fait à peu près 20 ans dans le groupe et j'ai navigué dans différents environnements. Et ça, je peux vous assurer que c'est vraiment caractéristique parce qu'il y a justement, comme je l'évoquais juste avant, cette dimension client, cette dimension recherche de la meilleure solution pour satisfaire un besoin client. Et on le retrouve dans l'esprit entrepreneurial qui anime nos équipes, l'ensemble des équipes d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons aussi des personnes qui restent longtemps dans la BU puisqu'elles sont attachées à cet esprit entrepreneurial. À titre d'exemple, nous appuyons bien sûr sur des initiatives du groupe. Et dans le groupe, il y a un concours interne qui favorise l'innovation, qui s'appelle les Orano Awards. Et dans le cadre de ce concours, la BU a présenté un projet de recyclage d'emballage pour leur offrir une seconde vie, voire une troisième vie. Et ça, c'est un sujet, je voulais illustrer de façon concrète, qui à la fois illustre, je dirais, la capacité d'innovation de nos équipes par rapport à une problématique client, un client belge de mémoire, et en même temps, ça montre l'engagement des équipes pour trouver une solution innovante qui a convaincu le client puisqu'il l'a acheté, et également qui illustre l'engagement des équipes dans la dimension sociétale, de responsabilité sociétale, puisque c'est une opportunité finalement de recycler nos emballages et de leur donner une deuxième vie, comme je viens de l'évoquer. Donc ça, je pense que c'est un exemple que je voulais partager ce soir et qui pour moi illustre vraiment cette culture de l'innovation et cette culture de la responsabilité sociétale également, qui par ailleurs est un élément important sur l'ensemble du groupe Orano, bien évidemment. Enfin, dernier élément, c'est que vous avez, je pense, perçu que nous offrons des challenges stimulants pour l'ensemble de nos collaborateurs, que ce soit en France ou à l'international. Et un autre exemple et un autre chiffre que je pourrais citer, c'est finalement le nombre de brevets que nous avons. Nous avons à peu près 500 brevets aujourd'hui au niveau de la BU NPS, ce qui est effectivement une part tout à fait significative qui illustre notre engagement et notre enjeu, je dirais, d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients en capitalisant sur les savoir-faire de nos équipes. Voilà quelques mots, Valérie, pour compléter le propos de Frédéric. Bon, ça donne envie de venir travailler dans la BU.
Bon, Très bien. je vais vous poser des questions. Donc, bon, pour rappeler comment on pose les questions, si vous êtes en mode grand écran, bah, vous passez en mode normal et puis vous avez une interface pour poser des questions. Donc, vous avez tous parlé beaucoup de recrutement. Donc, j'ai une première question, c'est est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui pour recruter? Comment est le marché aujourd'hui? Surtout que vous recrutez beaucoup d'ingénieurs, des doctorants pour le CEA aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile ou difficile de recruter sur ces métiers-là? Et puis, une question qui va avec, c'est qu'est-ce qui attire les jeunes aujourd'hui, en 2021, vers le nucléaire? Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre? Bon, Anis, on va aller chez Anis. Est-ce qu'aujourd'hui, Allez. est-ce qu'on a des difficultés à recruter? Est-ce que le marché est tendu ou est-ce qu'avec la crise, le marché est moins tendu? Comment vous voyez les choses? Le marché je dirais que le marché de l'emploi en Île-de-France, c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Je ne dirais pas que c'est tendu, il est plutôt dynamique. Il y a énormément de besoins parce que tous les grands programmes, en particulier sur les nouveaux réacteurs, partent de l'Île-de-France. Parce qu'il y a des vrais sujets du côté de CEA sur le démantèlement, du côté d'Advance sur la conception, et ainsi de suite. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités d'évolution, beaucoup de possibilités de mobilité. Donc au final, on a quand même un marché qui est très dynamique. Je dirais pas qu'il est très tendu, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la compétence. La compétence, il faut l'accompagner. On ne se base pas que sur le recrutement externe pour développer la compétence. Donc pour nous, c'est toujours un challenge à deux niveaux. Donc à la fois recruter des personnes sur le marché, des personnes compétentes qui ont travaillé sur des projets avec une forte valeur ajoutée, mais aussi en parallèle travailler sur le développement interne des compétences via les formations, via les mises en situation et l'accompagnement en interne. Et donc, qu'est-ce qui attire aujourd'hui un jeune vers le nucléaire? Ce qui attire aujourd'hui un jeune vers le nucléaire, moi je dirais que le nucléaire, c'est pas une énergie du passé, c'est une industrie du présent. C'est une industrie qui présente, qui est présente en France et qui est centrale dans la décarbonisation du mix énergétique. Et c'est ce qui nous permet en ce moment d'avoir le mix électrique le moins décarboné en Europe. Et il y a des stratégies d'évolution de ce mix-là par le gouvernement, c'est sûr, mais toutes ces stratégies-là disent que le nucléaire, il y en a pour longtemps, avec des vrais sujets pour toute une génération d'ingénieurs et de techniciens et d'administrateurs, etc., etc. Donc pour moi, c'est une chance de pouvoir, pour les jeunes, de pouvoir se projeter sur cette énergie du présent et du futur. Est-ce que vous constatez aussi des mouvements sur les universités et les écoles qui sont sur le plateau de Saclay par rapport aux formations nucléaires? Je peux intervenir? Oui, oui. Donc oui, enfin, j'ai pas fait le détail de tout ce qu'on a en route, mais bon, d'abord on a une tradition et il faut pas que j'oublie de citer l'INSTN qui est quand même notre université qui forme des quantités de gens sur le plateau et qui est historiquement habitué à travailler sur le plateau. Et moi je pense que pour les jeunes, on a des difficultés, mais on y arrive. On vient de recruter sur Fontenay une quinzaine de personnes. C'est difficile, mais moi je note plusieurs choses. D'abord, il faut une approche transverse, c'est-à-dire bien sûr que les gens de RH, bien sûr les visites des écoles, des grandes écoles, mais je pense que les jeunes, enfin pas ce que je vois, ils ont besoin d'une vision un peu globale, bon, côté un peu des tartes à la crème sur le sens, etc. Mais il y a aussi une vision globale. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi, avant de parler nucléaire, et je vais y revenir, c'est déjà recruter dans la science. Donc sur le plateau de Saclay, je crois que ce qui est très important, c'est que nous, on est dans la dynamique, par exemple, université et on y travaille sincèrement. Je crois que déjà, il faut créer une attractivité sur le plateau. Ensuite, faire trouver sa place, effectivement, en fonction des spécialités, qui à la DES, qui à la recherche technologique. Je pense que c'est pas grave, mais il faut une vision déjà du territoire, c'est-à-dire faire venir des jeunes. Je disais tout à l'heure qu'il y a des attractivités liées à des conditions aussi bêtes que le transport, hein, donc tout ça va s'améliorer. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir.
Et donc effectivement un travail très transverse dans les entreprises entre la chaîne technique et la chaîne RH. Et dernier point, parce que c'est une tradition de la maison CEA, mais il faut la travailler, la moderniser. On a un sujet de transformation côté RH, donc c'est important aussi que les jeunes rentrent dans une entreprise qui tient compte de leur nouveau mode de fonctionnement, donc qui est un peu différent de ce qu'on a connu. Ça ne veut pas dire que c'est moins efficace. Donc il y a tout aussi un travail sur un peu, je dirais presque la sociologie de l'établissement, de telle façon à ce qu'on les accueille avec l'exigence scientifique qui se doit, mais aussi des perspectives de rénovation un petit peu de nos méthodes, d'insertion avec les autres aussi, de travailler de façon beaucoup plus partagée. Nos collègues du LIST sur NanoInnov, je dirais presque que c'est leur vocation. Ils travaillent en écosystème avec des entreprises, des universités et les labos CEA. Donc je pense qu'en fait, on a historiquement un atout dans nos gènes. Il faut juste bien l'exploiter, bien l'expliquer aux jeunes. Et puis dernier point, parce que je ne reprendrai pas souvent la parole, il y a recruter et il y a fidéliser. Ce que disait Madame tout à l'heure de Rano, c'est important, les challenges au CEA, quand les gens rentrent, ils peuvent faire 7, 8, 10 métiers. Enfin, j'exagère, enfin, avec les durées de travail maintenant, c'est possible, mais ils peuvent faire de nombreux métiers. Mais si on veut qu'ils restent dans notre système, il faut aussi ce que j'appelle les fidéliser. On a plus de turnover que dans le passé. C'est pas très grave en soi si les gens restent, je dirais, dans la recherche, mais il faut veiller à ça aussi. Pas avoir les gens simplement en formation pour 4-5 ans, puis les voir partir sur d'autres sujets. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question sur de quelles compétences on a besoin dans le nucléaire, parce qu'en effet, quelles compétences vous recherchez et après quel type de formation? Au niveau des profils, on recherche. Valérie, je pense que oui, je pense que on recherche des gens qui sont engagés, qui sont intéressés par la technique, moi, je pense que le mot sens n'est pas galvaudé. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un sens et de trouver du sens dans le travail. C'était vrai avant, je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je pense que le contexte de la crise du Covid nous a aidés parce que beaucoup de jeunes étaient intéressés et attirés par l'aéronautique, l'automobile. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé depuis 18 mois, on sent, je dirais, un marché qui s'est détendu. Mais quand on contacte des jeunes, quand on va au contact des jeunes dans des universités, dans des écoles, ce qui est important pour eux, c'est, je pense, de voir comment ils peuvent contribuer à faire en sorte que demain, ils travaillent pour quelque part un monde qui soit meilleur. Dans ce sens-là, le nucléaire et le bas carbone ont toute leur place. On avait simplement, je pense, un déficit d'image. Et donc, je crois qu'il est essentiel de notre part d'aller encore plus au contact des écoles, au contact des jeunes pour rappeler un certain nombre de choses qui sont du bon sens quand on est dans le secteur et quand on connaît cette industrie, mais voilà, qui nécessite d'être plus largement partagée. Et en termes de technicité, en termes de technique, lorsque les gens rentrent chez nous et découvrent les métiers que l'on a, ils trouvent que c'est intéressant parce qu'ils peuvent se développer, ils peuvent apprendre des choses, ils peuvent continuer à grandir au contact des équipes et ça c'est super important. Mais voilà, je pense que des gens engagés, mais pour avoir des gens engagés, il faut nous-mêmes que l'on donne envie et que l'on donne envie, pas par l'image d'une industrie qui certes est là depuis 50 ans et qui a fait ses preuves, mais qui est en train aussi de se transformer pour être plus efficace et qui peut donc attirer des talents. C'est ça, à mon avis, notre enjeu principal. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut apporter quelque chose aujourd'hui sur ce sujet? Si je peux un dernier petit mot. Pardon. France? Vous m'entendez? Oui. Je vais juste illustrer ce point-là, effectivement, et pour rebondir sur les propos précédents. C'est vrai que il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir, si je le dis de cette façon. Et c'est vrai que peut-être dans les années passées, pour une raison X,
vrai qu'on a un peu pâti d'une image un petit peu vieillotte, si je suis un peu schématique. Et là, finalement, avec la crise, eh bien, il y a un coup de projecteur qui est effectivement porté sur notre activité, notre industrie nucléaire au sens large, et tout le sens que l'on peut, que ça peut donner à des jeunes générations. Alors, je ne dis pas que ça convainc forcément tout le monde, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle opportunité pour mettre l'accent sur le pourquoi on fait les choses avant de le faire effectivement au quotidien. Et puis, deuxième élément qu'a également évoqué Frédéric, c'est effectivement les conditions de travail et la façon dont on peut fonctionner une fois que la personne rentre dans nos activités. Et c'est vrai que je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, au sein de la BUNPS en particulier, mais c'est vrai également dans les autres activités du groupe, Orano, on travaille beaucoup en mode projet. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, assez attractif pour les jeunes générations et les moins jeunes également, puisque du coup, ça donne l'occasion de fonctionner de façon transverse, de ne pas être entre guillemets dans un silo et on n'a pas une vision globale peut-être des différents sujets. Et puis du coup d'être en interface avec différents métiers, différents profils également, et donc de pouvoir s'enrichir au fur et à mesure. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble très intéressant. Et d'autant plus que dans notre BU, où on a une petite taille, je dirais, par rapport à d'autres activités, puisque effectivement on est 500, comme l'évoquait Frédéric, en France, eh bien, ça donne cette flexibilité, cette souplesse pour passer d'un projet à l'autre et pour évoluer d'une entité à une autre ou d'un secteur à l'autre. Donc ça, je pense que c'est important pour fidéliser, pour retenir effectivement nos compétences. Et puis ensuite, on cherche également à se moderniser, notamment dans la façon de fonctionner. Et je prendrai pour exemple le fait que on a pour projet d'ici fin d'année de s'installer dans un nouveau bâtiment, toujours à 50 ans en Yvelines, pardon, on ne va pas très loin, mais on va avoir un bâtiment tout neuf, complètement modernisé et mis au goût du jour. Et ça aussi, je pense que c'est très important en termes d'image, en termes de fonctionnement et en termes de fluidité, puisque on sera dorénavant dans des espaces ouverts où les salariés pourront finalement, en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits de collaboration, hein, soit en petite équipe, soit en individuel, soit sur un plateau projet, ils pourront utiliser de différentes fonctionnalités. Et ça aussi que ça incarne notre mode de fonctionnement et ce côté transverse et dynamique projet que l'on veut insuffler dans nos équipes opérationnellement ensuite. Merci France. Michel, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet? On a noté pendant l'année Covid une plus grande attractivité. Alors, il faudra essayer de comprendre pourquoi, mais effectivement, il y a eu une plus grande facilité pour recueillir des CV. La deuxième chose, quand je vois les jeunes dans les recrutements, quand je parlais d'améliorer l'agilité, alors ça aussi, je suis d'accord que la recherche de sens, hein, j'ai dit que c'était une tarte à la crème parce que ça se dit beaucoup, mais ça va de soi et les jeunes demandent ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est réhabiliter la partie technique des jobs, c'est-à-dire que les gens voient beaucoup de lourdeur, on est un monde plus judiciarisé avec des normes. Bon. Donc il faut à la fois leur expliquer qu'on est dans ce monde, mais qu'on va faire en sorte que l'organisation du travail fait que s'ils sont venus pour être des ingénieurs, ils seront des ingénieurs ou des chercheurs. Et ça paraît comme ça une évidence de le dire, mais ça veut dire qu'il y a un travail au quotidien et dans le projet de transformation, on insiste beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'il faut que les gens fassent ce pourquoi ils sont rentrés. Après, il y a des évolutions. Je note aussi que les plus jeunes sont moins anxieux d'accéder à la hiérarchie, à des responsabilités managériales, mais par contre sont attentifs effectivement au sens, mais aussi à pouvoir faire de la technique. Et donc ça veut dire que dans nos modes d'organisation, il faut réfléchir à ça et il ne faut pas diluer ces métiers et leur faire perdre du sens pour le coup dans un espèce de grand conglomérat de métiers incertains. Voilà, c'est important et je le redis, le CEA a cette tradition de faire cohabiter des métiers très différents, de faire changer les gens de métier. Il faut le travailler. Je pense qu'on est un tout petit peu moins transverse qu'on ne le fut. Donc ça, je pense aussi qu'il est très important, les gens du nucléaire SM, mais il faut aussi attirer dans nos directions en interne des gens qui viennent de la recherche fondamentale vers le nucléaire. On a toutes les bases pour le faire. Donc un travail en interne. Et puis pour les jeunes, je redis, agilité d'organisation qui ne les écœure pas en disant finalement tout ça est trop complexe.
Ok. À Nice, vous parliez de 2009 où il y a eu donc un afflux d'ingénieurs qui venaient de l'industrie automobile, qui donc étaient qui sont allés vers le nucléaire. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui, avec la crise sanitaire et la crise économique associée, des mouvements similaires de la part d'industries qui sont touchées par la crise sanitaire et donc de jeunes qui affluent vers le nucléaire? Bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le marché de l'emploi est dynamique, mais je dirais pas que c'est tendu, parce qu'effectivement, on a cet afflux et cette mobilité des gens de l'aéro, de l'automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de l'ingénierie, il y a quand même des métiers qui restent, comme le disait tout à l'heure un des intervenants, qui restent transverses. Quand on prend la gestion de projet, quelqu'un qui a fait de la gestion de projet dans l'aéronautique peut très bien, avec un certain nombre d'accompagnements, de monter en compétences sur des basiques dans le nucléaire, faire de la gestion de projet dans le nucléaire. Donc finalement, on a, avec cette crise-là, on a connu beaucoup de gens qui se sont intéressés au nucléaire, qui ont vu leurs compétences transposables à ce qu'on fait côté nucléaire et qui nous ont sollicité pour rejoindre nos sociétés d'ingénierie et pour pouvoir développer leurs compétences dans le nucléaire et travailler et se projeter dans le nucléaire. Et c'est vrai que c'est important ce que j'ai entendu tout à l'heure. Pour moi, il y a trois volets pour attirer ces jeunes-là. Il y a effectivement donner du sens à ce qu'on fait techniquement. Ça passe par effectivement que les ingénieurs fassent pourquoi ils étaient recrutés, mais ça passe aussi par un vrai sujet qui est important aujourd'hui pour nous en tant qu'ingénierie, qui est le sujet innovation et digitalisation. Vous le savez tous, aujourd'hui, on est confronté à des problèmes de performance. On est avec nos partenaires Advance, on cherche à faire du premier coup, on cherche à être on time delivery, en quality delivery, et tous ces sujets-là ne peuvent pas être réalisés sans prendre en considération à la fois la composante technique, la difficulté technique, mais aussi tout ce que peut apporter le digital pour nourrir à la fois nos jeunes embauchés et leur donner du vrai sens à ce qu'ils font, et aussi être performants économiquement. J'ai une dernière question à vous poser. Une question qui pose sur est-ce que quand on a fait du nucléaire, on peut aller vers d'autres industries après? Et y compris, est-ce que par exemple, il y a des compétences qu'on a acquises pour l'énergie nucléaire qui peuvent aussi aider à développer d'autres sources d'énergie? Je pense que la transversalité, c'est un atout. Donc, imaginer des parcours transverses d'une industrie à l'autre, je pense que c'est riche et ça permet voilà, d'avoir des échanges qui apportent aussi de la performance. Euh, je pense malgré tout qu'aujourd'hui, le nucléaire est encore perçu comme une industrie lente, avec beaucoup de lourdeur et dans des industries qui ont besoin de plus de flexibilité, beaucoup plus d'agilité. On n'a pas forcément la perception que ben, ces compétences-là, on peut les trouver dans des gens qui sont passés par le nucléaire. Mais de l'autre côté, moi je trouve qu'il y a aussi eu beaucoup de personnes qui sont venues d'autres secteurs vers le nucléaire et qui ont apporté justement une vision un petit peu différente et qui peuvent aussi contribuer à faire que dans cette transformation nécessaire pour plus d'efficacité, plus de compétitivité, eh bien, on remette en avant le secteur du nucléaire. Et ça, à terme, bien évidemment, ça portera aussi ses fruits quant à la transversalité du nucléaire vers d'autres industries. Je pense qu'aujourd'hui, on a visiblement encore beaucoup de choses à apprendre d'autres industries. Alors, il faut pouvoir le faire et capitaliser aussi sur ces échanges entre des profils et des personnes qui viennent d'autres secteurs. Et ça, je pense que c'est important pour nous renouveler et être plus performants dans le futur.
Ben, je vous remercie donc tous les quatre pour cette section extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous, enfin tous les 5, pardon, Bertrand. Je vous donne rendez-vous donc pour ceux qui veulent voyager en Île-de-France demain à 11h30 pour deux tables rondes sur Hauts-de-France. Voilà, nous serons dans le nord, près de Gravelines et Jeumont. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir.